Bonjour à tous. Nous allons démarrer ce panel. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cet événement très important et très attendu du lancement du rapport de la coalition citoyenne pour le Sahel. Sahel, ce qui doit changer pour une nouvelle approche centrée sur les besoins des populations. Donc, bienvenue à tous et quel que soit l'endroit où vous nous recevez et où vous vous trouvez. Mon nom est Barkaba et j'interviens ici comme modérateur et journaliste. Alors, pendant les prochaines 75 minutes, nous allons présenter et discuter de ce rapport de la coalition citoyenne, qui est un travail minutieux et collectif qui a rassemblé ces derniers mois l'expertise de presque 50 organisations de la société civile sahélienne, ouest-africaine et disons du monde entier. Ce rapport offre des perspectives nouvelles et des suggestions concrètes sur ce que les gouvernements impliqués dans la crise sécuritaire que nous connaissons tous au sein du Sahel doivent faire, mais cette fois-ci différemment, pour mieux répondre à la crise sécuritaire de la région et protéger surtout les populations civiles. Alors, ce rapport, y compris la liste complète des signataires, est disponible sur le site web de la coalition citoyenne, dont le lien est maintenant dans le chat. Je rappelle aussi qu'une interprétation en anglais de l'événement est assurée par Tilly Gaillard et Carmen Benito Garcia. Un énorme merci donc à nos interprètes et merci surtout à tous les intervenants de parler le plus distinctement possible pour la bonne compréhension de tous. And if you like to follow the event in English, please click on interpretation at the bottom of your Zoom screen, then click on English. Nous sommes donc ravis et nous avons l'honneur et le privilège d'avoir avec nous comme intervenants d'éminentes personnalités, des dirigeants politiques de très haut niveau et des experts reconnus de la société civile. Ces derniers étant tous membres de la coalition citoyenne. Donc, je me permets de les présenter brièvement. À tout seigneur, tout honneur, d'abord le professeur Abdoulaye Bathily, éminent historien et homme politique sénégalais, ancien représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU pour le Mali et co-auteur de l'avant-propos du rapport Sahel, ce qui doit changer. Ensuite, les représentants de la coalition citoyenne pour le Sahel par ordre d'intervention. Ainsi, nous aurons M. l'abbé Victor Ouedraogo du Centre diocésain de communication de Ouaouigouya au Burkina Faso. Nous aurons aussi le privilège d'avoir parmi nous Mme Nyagale Bakoyoko de l'African Security Sector Network et co-auteur du rapport. Mme Assitan Diallo, ensuite, de l'Association des femmes africaines pour la recherche et le développement, qui est basée à Bamako, au Mali. Nous aurons aussi M. Drissa Traoré de l'Association malienne des droits de l'homme et de la FIDH, Fédération internationale des droits de l'homme, à Bamako également. Et aussi M. Seydou Abdoulaye du réseau panafricain pour la paix, la démocratie et le développement, REPAD, basé à Niamey, au Niger. Nous avons également le privilège d'avoir avec nous d'éminents représentants de gouvernements et d'institutions d'Afrique et d'Europe qui participeront à une table ronde dans une demi-heure pour réagir aux recommandations de la coalition citoyenne. Parmi ces excellences, nous aurons, parmi ces éminentes personnalités, nous aurons son Excellence Jimé Adoum, qui a été nommé récemment haut représentant de la coalition internationale pour le Sahel, qui est à ne pas confondre avec la coalition citoyenne. Donc là, il est le représentant de la coalition internationale pour le Sahel. Nous aurons aussi le privilège d'avoir parmi nous son Excellence Bankole Adeoye, nouveau commissaire de l'Union africaine pour les affaires politiques, la paix et la sécurité. Nous aurons également parmi nous son Excellence Frédéric Boton, envoyé spécial de la France pour le Sahel. À ses côtés, nous aurons aussi virtuellement son Excellence Gordon Krieger, envoyé spécial de l'Allemagne pour le Sahel.
Merci, Excellence, d'avoir accepté d'être avec nous dans cette importante rencontre. Et comme vous pouvez le constater, il s'agira d'un ensemble qui sera, à n'en pas douter, très, très riche en intervention, vu la qualité des intervenants. Alors, quant à vous, vous êtes plusieurs aussi, centaines à assister à cet événement et cela nous honore et montre l'importance de cette rencontre. Nous saluons donc en particulier la présence de représentants de gouvernements du Sahel et d'autres gouvernements du monde entier, ainsi que d'institutions régionales et internationales. Alors, sans plus tarder, j'ai maintenant le plaisir de donner la parole à notre premier intervenant, le professeur Abdoulaye Bathily, éminent historien et homme politique sénégalais, plusieurs fois membre du gouvernement sénégalais, qui va placer le rapport et ses conclusions dans leur contexte. Monsieur le professeur Abdoulaye Bathily, vous avez la parole pour 4 minutes. Professeur Abdoulaye Bathily. Alors, quelques petits soucis peut-être techniques pour avoir le professeur Bathily qui sera incessamment avec nous. Voilà, le professeur avec nous. Professeur, vous avez la parole. Merci beaucoup, Barkaba. Je n'ai que 4 minutes, 5 minutes, on m'a dit. Et je voudrais tout d'abord exprimer ma profonde gratitude aux responsables de la coalition citoyenne pour le Sahel pour m'avoir fait le grand honneur de prononcer les quelques mots d'ouverture de cette cérémonie de lancement de cet important rapport dont tout le mérite leur revient. Ce rapport remarquable à tous égards, sans langue de bois, fruit d'un consensus mobilisateur, vient à son heure. Je salue l'audace du diagnostic et la pertinence des recommandations. Témoignage éloquent d'un effort de recherche et de réflexion approfondie dans un élan de solidarité entre partenaires, tous motivés par une commune volonté de servir la cause des peuples du Sahel en cette période des plus sombres de leur histoire. Ce travail est l'expression d'un sursaut pour une action salvatrice. Il nous appelle tous à une plus grande et une meilleure prise de responsabilité. Le temps est venu pour une réflexion critique individuelle et collective, pour une révision honnête des stratégies en œuvre en vue de corriger de manière urgente nos modes opératoires sur le terrain pour mettre fin à la spirale de la barbarie en cours, à la propagation de ce cancer que revêt cette crise du Sahel. Avant tout, les gouvernements de la région qui ont la responsabilité de la conduite des États sont à juste titre les premiers interpellés par les recommandations pertinentes du rapport. En particulier, les forces de défense et de sécurité sont invitées au respect scrupuleux des règles d'engagement et d'intervention qui préservent les droits humains et des citoyens et leur dignité. L'expérience de cette crise, comme celle de bien d'autres à travers le monde dans l'histoire, démontre à suffisance que le recours en priorité à la stratégie militaire et sécuritaire, loin d'être une voie de solution à la crise, constitue au contraire, par ses conséquences collatérales de toutes sortes, un facteur d'aggravation de celle-ci. À juste titre, le rapport souligne comme voie de solution durable et privilégiée l'amélioration incontournable de la gouvernance des sociétés sahéliennes au plan économique, politique, culturel, entre autres. Notamment par la gestion de la diversité identitaire, territoriale, dans les pays et à l'échelle régionale. Le traitement équitable des citoyens dans l'accès aux services sociaux éducatifs,
dans tous les pays et à l'échelle sous-régionale. Au-delà de la réforme de l'État et des institutions qui le représentent sur le terrain, le rapport souligne aussi la nécessité impérieuse d'une mobilisation de tous les acteurs sociaux, individuels et collectifs, en particulier les femmes et les jeunes, les organisations de la société civile, les communautés religieuses, éducatives et culturelles, et j'ajouterai les partis politiques autour d'une vision partagée et solidaire à l'échelle régionale et sous-régionale pour la paix et un avenir de progrès et de bien-être pour tous. Le devoir d'inventaire sincère qu'appelle le rapport n'incombe pas seulement aux populations du Sahel et à leur gouvernement, mais aussi aux partenaires internationaux également qui doivent prendre leurs responsabilités dans cette révision de la stratégie pour un autre visage du Sahel. Faut-il le souligner, les Sahéliens seuls ne sont pas à l'œuvre au Sahel. Les politiques héritées du pacte colonial qui perdurent sous de nombreux rapports, les volontés hégémoniques, avouées ou non, et qui s'expriment sous diverses formes dans les interventions actuelles, à travers, par exemple, les multitudes de stratégies concurrentes, ne participent pas non plus à la pérennisation de la crise. À cet égard, il est urgent que s'affirme un élan de solidarité internationale plus manifeste pour inverser le processus de mondialisation accélérée de la crise du Sahel telle que nous la voyons aujourd'hui. Et de ce point de vue, la recommandation essentielle du Sahel nous invite tous ensemble, Africains et partenaires internationaux, à considérer la crise du Sahel comme une crise mondiale, une dimension de la crise mondiale. Soutenir le Sahel n'est pas une œuvre de charité. Soutenir le Sahel, c'est contribuer à la paix dans le monde, contribuer à un monde plus équitable, un monde de progrès et de justice. Je vous remercie de votre attention. Mais c'est nous qui vous remercions, professeur Bathily, pour ce brillant exposé et qui a été très succinct et qui donne un aperçu de la situation et qui, à notre sens, donc, appelle une réponse plus efficace à la crise que nous vivons dans le Sahel. Merci infiniment, professeur. Et nous allons tout de suite essayer de passer à la prochaine étape. D'abord, en vous présentant une vidéo qui va expliquer un peu plus largement c'est quoi cette coalition citoyenne, quels sont ses objectifs, et vous aurez la réponse en images qui sera suivie après de l'intervention de Victor Ouedraogo, directeur du centre diocésain de communication de Ouagouya au Burkina Faso. Donc, nous allons vous passer une petite vidéo qui explique c'est quoi la coalition citoyenne pour le Sahel.
Merci pour cette vidéo qui explique très bien ce que c'est que la coalition citoyenne et qui montre la tragédie dans toute sa dimension de ce que vit le Sahel. Alors, nous devrions normalement avoir en direct notre ami Victor Ouedraogo, mais faute de l'avoir pour des soucis techniques, on va passer à une vidéo où Victor Ouedraogo, donc directeur du Centre diocésain de communication de Ouaguia, qui va nous parler un peu de ce qu'ils vivent là-bas au Burkina. Donc, Victor, vous avez la parole. Je suis Abbé Victor Ouedraogo, directeur du Centre diocésain de communication et coordonnateur des projets et programmes. Je viens au Burkina Faso et plus précisément au nord du Burkina Faso. J'ai le plaisir et l'honneur de présenter de façon succincte la Coalition citoyenne pour le Sahel. La Coalition citoyenne pour le Sahel est une coalition informelle unique de plusieurs dizaines d'organisations de la société civile et des pays du G5 Sahel, mais aussi des pays de l'Afrique de l'Ouest. Ces organisations de la société civile aussi sont soutenues au niveau international par des ONG et par plusieurs institutions. Les membres de la coalition comprennent des organisations aussi de défense des droits humains, des organisations communautaires de consolidation de la paix, des instituts de recherche et aussi des groupes de femmes et entre autres. On peut se demander pourquoi la coalition a été créée et quelle est peut-être la nouveauté encore de cette coalition parce qu'on en attend. La coalition, il faut dire qu'elle a été lancée en juillet 2021 à partir d'un constat commun. La situation au Sahel qui continue de s'empirer et surtout avec de plus en plus de victimes au niveau de la population civile. Cela alors a fait réfléchir pas mal d'organisations de la société civile et d'ONG internationales pour voir est-ce qu'il n'y a pas lieu de réfléchir sur une nouvelle approche, sur une nouvelle stratégie qui, comme vous le savez, jusque-là, est beaucoup axée sur une stratégie militaire, une approche militaire et qui consiste à combattre le terrorisme qui, malheureusement, les résultats nous montrent que cette approche a été un échec. L'approche actuelle a clairement échoué. Il suffit seulement de se référer du rapport justement que nous venons de publier pour voir qu'au cours de l'année 2020, il y a 2 millions de personnes qui étaient obligées de fuir, de laisser leur communauté, de laisser leur foyer. Il y a 13 millions de filles et de garçons qui sont privés d'éducation. Et tout ça montre qu'il faut revoir la façon de gérer la crise, il faut revoir les interventions au niveau du Sahel. Le deuxième constat aussi que nous avons fait, c'est que les décisions et tout ce que se fait, tout ce qu'on décide pour les pays du Sahel se font au niveau institutionnel, sans une réelle concertation, écoute et implication de la société civile. Il y a des communautés qui existent toujours dans des zones inaccessibles ou des zones à fort défi sécuritaire, que des OSC, des organisations de la société civile restent et sont toujours en contact avec ces gens. Alors, qui donc connaît mieux les préoccupations de ces populations que ces ONG? Donc, il fallait aussi interpeller les institutions et les décideurs afin qu'elles impliquent davantage les membres de la société civile dans leur approche et dans leur intervention au niveau des pays du G5 Sahel. Et l'objectif que la coalition citoyenne pour le Sahel poursuit, c'est de revoir l'approche face à la crise qui prévaut actuellement au Sahel. Et cela à travers 4 piliers principaux. D'abord, prioriser la protection des civils. Deuxièmement, promouvoir une stratégie politique qui s'attaque aux causes profondes de la crise. Et ici, nous voulons donner l'exemple de notre propre
et organisation du Centre diocésain de communication. Et pas plus tard que le 18 et le 21 février dernier, nous avons conduit plusieurs activités qui ont amené une réconciliation et une prévention des crises dans la province du Yatenga et dans la province du Zandoma. Pour dire que si les organisations de la société civile sont impliquées, elles peuvent contribuer à prévenir les conflits, surtout les conflits intercommunautaires, et surtout à réconcilier les communautés entre elles. Et cette réconciliation sans laquelle on ne peut rien faire, on ne peut pas parler de développement et de paix. Et le troisième pilier, c'est répondre aussi à l'urgence humanitaire. Vous voyez, quand nous prenons, et rien que l'année passée, il y a eu plus d'argent accordé, il y a eu plus d'investissements au niveau des budgets de l'armée qu'au niveau des besoins humanitaires. Tout ça, c'est des trucs à revoir. Et enfin, le quatrième pilier, c'est de lutter contre l'impunité. Et nous espérons qu'avec le lancement de ce rapport, on fera des organisations de la société civile et surtout des populations civiles, non pas des simples victimes à assister, mais des véritables agents, des véritables actrices du changement et de leur propre protection, de la consolidation de la paix dans leurs communautés respectives. Voilà, merci infiniment à Victor Ouedraogo qui a pu se reconnecter et qui est là parmi nous. Victor, nous vous remercions infiniment pour ce témoignage émouvant et très poignant de la situation qui se passe à Ouaouguya, au nord du Burkina Faso, qui, comme on le sait, est l'une des zones les plus durement frappées par les violences. Alors, je voudrais juste, à l'endroit des intervenants dans le panel et de tous ceux qui nous suivent, rappeler que cet événement fait l'objet d'une interprétation en anglais. Donc, nous demandons à tous les participants qui le désirent de parler le plus distinctement possible pour le bénéfice des interprètes. Alors, avec votre permission, je me tourne maintenant vers Madame Nyagale Bagayoko, présidente de l'African Security Sector Network et co-auteur du rapport Sahel, ce qui doit changer, que nous présentons aujourd'hui ici. Alors, Nyagale, des rapports sur le Sahel, il y en a beaucoup. Qu'est-ce que celui-ci apporte de plus? Bonjour à tous. Bonjour. Et merci d'être si nombreux pour la présentation de ce rapport qui nous est très cher et qui nous a demandé beaucoup de travail collectif. Qu'est-ce qui nous a amené à la rédaction de ce rapport? En réalité, c'est un constat qui malheureusement est accablant, à savoir le constat selon lequel entre 2017 et 2020, les attaques contre des civils ont quintuplé et le nombre de civils ou de suspects non armés tués, y compris des femmes et des enfants, est passé de 356 à 2443, soit une multiplication par 7, selon les données de l'ONG ACLED, que je tiens à remercier ici pour l'aide qu'elle nous a apportée dans la rédaction de ce rapport. Il est important de dire que malheureusement, depuis le début de l'année 2021, la situation tend de nouveau à empirer, avec en particulier le meurtre de plus de 200 civils par des groupes armés au Niger, le rapport de l'ONU concluant à la mort de 19 civils à la suite d'une frappe aérienne française en janvier au Mali, les viols d'une petite fille de 11 ans et de 2 femmes enceintes en présence de leur mari, par des soldats tchadiens qui ont de nouveau illustré à quel point les civils, malheureusement, aujourd'hui, sont encore des cibles, comme le disait très justement mon collègue Victor Ouedraogo. En réalité, on s'aperçoit que dans les 3 pays du Sahel central, davantage de civils ont été tués par des soldats censés les protéger ou encore par des groupes d'autodéfense que par des groupes armés non étatiques. Par ailleurs, comme le rappelait la vidéo, la stratégie actuelle qui est vouée à endiguer les attaques des groupes définis comme terroristes a clairement échoué puisque ces attaques ont presque doublé chaque année depuis 2016.
Donc, il nous semble qu'aujourd'hui, il est absolument nécessaire de changer d'approche. Et je précise que nous ne nous situons pas dans une démarche de confrontation, de dénonciation par rapport à tous les efforts qui sont menés par les États sahéliens, par la communauté internationale et les partenaires qui accompagnent ces États, mais dans une approche constructive, cherchant à identifier ce qui est positif dans l'approche actuelle, mais également n'hésitant pas à dénoncer ce qui nous paraît aller à l'encontre des objectifs que nous poursuivons. Donc, la particularité de ce rapport est tout d'abord de s'inscrire dans une démarche à la fois citoyenne et experte. C'est-à-dire que nous avons coalisé les voix à la fois d'organisations spécialisées dans le plaidoyer et particulièrement au fait des réalités de terrain, et d'autres capables de réunir de manière méthodique et scientifique un certain nombre de données afin que notre argumentation soit basée véritablement sur des données particulièrement sérieuses et travaillées. Ce rapport se fonde sur les 4 piliers citoyens qui ont été définis dès le mois de juillet de l'année dernière. Et pour chacun de ces piliers, un constat et des recommandations pour y remédier ont été effectuées. Le pilier 1 a pour objectif de placer la protection des civils au cœur de la réponse à la crise sahélienne. En effet, on s'aperçoit aujourd'hui que trop souvent, les états-majors sahéliens ou leurs partenaires égrènent au fil de communiqués de presse le nombre de terroristes neutralisés au cours d'opérations militaires. Mais trop rarement, les dommages causés aux civils, la destruction d'infrastructures ou de biens vitaux dans la poursuite de ces objectifs sont rarement signalés. Aujourd'hui, il nous paraît indispensable pour placer la protection des populations civiles et de leurs biens au cœur des opérations, d'évaluer celles-ci en répondant plutôt aux questions suivantes. D'abord, combien d'écoles et combien de centres de santé ont-ils pu être rouverts grâce à l'intervention militaire ? Les populations peuvent-elles désormais accéder à leurs champs pour les cultiver ou à leur pâturage pour élever leur bétail? Ou encore, l'accès des populations au marché des villages voisins a-t-il pu être libéré par les interventions militaires ou sécuritaires? Et enfin, ces opérations ont-elles permis le retour sûr, volontaire et informé des réfugiés et des déplacés? Cela nous semble être un critère de mesure et d'évaluation absolument fondamental et nécessaire. Parmi nos recommandations, nous pensons qu'il est nécessaire dans les communications officielles de rendre davantage hommage aux victimes civiles des conflits et également de manière croissante d'assurer une collecte de données fiables de l'impact des violences qu'elles laissées ou tuées. Il nous paraît également fondamental d'élargir la mise en place de mécanismes de suivi des dommages causés aux civils, mécanismes similaires au MISAV, donc mécanisme d'identification, de suivi et d'analyse des dommages, qui a été mis en place par la force conjointe du G5 Sahel. Il nous semble que l'adoption d'un tel mécanisme est une évolution absolument fondamentale qui a été trop peu mise en avant et que nous entendons appuyer le plus possible. Et encore une fois, dont nous recommandons l'élargissement à l'échelle nationale dans les pays sahéliens. Le pilier 2 de la coalition citoyenne a pour objectif d'appuyer des stratégies politiques pour résoudre la crise de gouvernance qui, selon notre analyse, est à l'origine en grande partie de la situation actuelle.
On s'aperçoit aujourd'hui que le dialogue politique, notamment avec des éléments des groupes armés, a longtemps été éclipsé par la priorité donnée à l'action militaire, mais qu'il a pris au cours des 2 dernières années, de manière croissante, une importance de plus en plus affichée par les gouvernements, notamment au Mali et au Burkina Faso, le Niger étant un cas un petit peu à part. Mais on s'aperçoit également qu'au-delà de ces approches engagées au niveau national, se déroulent également au niveau local des efforts afin de engager des dialogues ou des solutions négociées qui impliquent à la fois des autorités et légitimités locales, qu'il s'agisse de leaders religieux, traditionnels ou communautaires, et également des organisations non gouvernementales étrangères. Mais malheureusement, l'ensemble de ces efforts en faveur d'un dialogue et d'une approche politique de la gestion de la crise sont encore extrêmement éparpillés et insuffisamment inscrits, selon nous, dans une approche plus globale. Donc, pour nous, il est important de parvenir à les inscrire dans un cadre de coordination et nous pensions à cet égard, et je sais que le représentant, le commissaire pour les affaires politiques à la paix et à la sécurité de l'Union africaine nous écoute, nous pensons que l'Union africaine peut jouer un rôle à cet égard à travers un mandat renouvelé de la MISAEL en concertation étroite, bien entendu, avec le G5 et les ministères de la réconciliation nationale des différents pays sahéliens. Mais cette approche politique, pour nous, est extrêmement liée à la nécessité de prendre de front et de traiter la profonde crise de gouvernance dont, encore une fois, nous pensons qu'elle est à l'origine de nombreux maux actuels. Il est très difficile d'aborder ces questions de gouvernance de manière générale. Donc, nous avons pour l'instant choisi de nous concentrer sur un élément directement lié à la sécurité, qui est celui des détournements de fonds dans le secteur de la défense qui ont été mis en relief, malheureusement, en 2020, aussi bien au Niger qu'au Mali ou au Burkina Faso. Et il est important de le souligner, cela par des acteurs étatiques, qu'il s'agisse d'une part de l'inspection générale des armées au Niger, ou de manière très précoce par le vérificateur général au Mali, ou par des autorités judiciaires, bien sûr, il est vrai, à la suite d'une plainte d'une organisation de la société civile au Burkina Faso, mais cela montre qu'il y a d'ores et déjà des dynamiques qui ont été impulsées au niveau étatique. Cependant, malheureusement, pour l'instant, les enquêtes et les investigations lancées n'ont pas permis d'établir des responsabilités pour les détournements dans ce secteur de la défense, et nous plaidons aujourd'hui pour la conclusion d'enquêtes judiciaires impartiales et indépendantes permettant de sanctionner les contrevenants. Le pilier 3 de notre rapport et le pilier citoyen 3 de la coalition a pour objectif de répondre aux urgences humanitaires. Puisque l'on se rend compte, et nous remercions ici particulièrement Oxfam et le NRC pour leur contribution particulièrement argumentée et chiffrée. Donc on s'aperçoit que la réponse humanitaire au Sahel est en réalité sous-financée. Les plans de réponse humanitaire en 2020 ont seulement été financés à 48% au Mali, 60% au Burkina Faso et 61% au Niger. On s'aperçoit aussi que les ONG nationales et locales n'ont reçu aucun financement humanitaire direct sur aucun des 3 pays. Et enfin, la réponse humanitaire dénote un manque de prise en charge de la coordination civilo-militaire. Donc, la coalition citoyenne recommande notamment aux bailleurs de financer au moins 80% des plans de réponse humanitaire d'ici à octobre 2021,
en se concentrant sur les secteurs essentiels de l'urgence de façon équilibrée afin qu'aucun de ces secteurs essentiels ne continue à être sous-financé. La question de l'accès humanitaire apparaît également essentielle et il est particulièrement urgent de respecter la neutralité et l'impartialité qui sont au cœur des principes qui guident l'action humanitaire. Et à cet égard, il s'agit de manière urgente non seulement de faire en sorte que certaines des législations ou des politiques, notamment antiterroristes et dictées par les États, n'empêchent pas cet accès humanitaire, et d'autre part de faire en sorte que certaines actions civilo-militaires, conduites notamment par les armées, ne parasitent pas justement cette action humanitaire. Et donc de ce point de vue-là, nous pensons qu'il y a une nécessité de urgemment clarifier les champs d'intervention de chacun. Enfin, le pilier 4 de notre rapport renvoie à la nécessité de lutter contre l'impunité. On s'aperçoit que malgré les rapports qui ont été établis par des organisations de défense des droits de l'homme au niveau national, au niveau international, mais aussi, là encore, par certaines institutions de l'État, à l'instar, par exemple, de la Commission nationale des droits humains du Niger, on s'aperçoit malheureusement qu'aucun procès de soldats burkinabés, maliens ou nigériens ou de responsables de milices accusés d'actions ne s'est tenu. Malgré le fait qu'il y ait eu un engagement des États à lancer des enquêtes impartiales et indépendantes, et malgré l'engagement à ouvrir des premiers procès pour ces motifs, rien ne s'est produit jusqu'ici. Il est urgent et indispensable et nécessaire de lancer précisément et de conclure ces enquêtes, particulièrement en ce qui concerne les massacres qui sont survenus à Inates au Niger, à Djibo au Burkina Faso ou à Ogosagou au Mali. Donc nous appelons en réalité à une politique nationale de tolérance zéro pour les violations des droits humains et du droit international humanitaire contre les populations civiles commises par les forces de défense et de sécurité, ainsi que par les groupes d'autodéfense. Voilà, je pense que j'ai été un petit peu trop longue, donc je préfère m'arrêter ici, mais je me tiens bien entendu à votre disposition pour tout complément d'information, y compris à l'issue de cette conférence. Merci beaucoup. Merci infiniment Ndiagale Bakayoko pour cette présentation des principales conclusions et recommandations du rapport, et j'espère que tout le monde en tirera le plus grand profit. Merci infiniment pour ces développements très intéressants. Alors, à titre de rappel, je voudrais juste dire que le rapport complet est disponible sur le site de la Coalition citoyenne pour le Sahel et le lien est dans le chat. Donc, nous vous encourageons vivement à le consulter. Alors, j'ai maintenant le plaisir de me tourner vers Madame Assita Diallo, présidente de l'Association des femmes africaines pour la recherche et le développement, AFAT, qui est basée à Bamako. Alors, Madame Diallo Assita, pourquoi, dans votre expérience, est-il si important pour les gouvernements d'être à l'écoute des populations? Assita, bon? vous avez la parole, oui. Voilà. Merci Barka, merci, c'est bon. Bonjour tout le monde et bienvenue au lancement du rapport de la Coalition citoyenne pour le Sahel. Je répondrai bien à votre question, mais avant ça, je tenais à souligner encore une fois l'importance de toutes ces recommandations. Nous appartenons à une organisation de chercheurs, entre parenthèses, chercheurs féministes. On travaille beaucoup sur le terrain et je voudrais dire qu'effectivement, la nouvelle approche est une approche bien structurée. La pertinence des recommandations du rapport est évidente à travers leur structuration autour de chacun des 4 piliers citoyens et des indicateurs s'y afférents.
Ces recommandations interpellent les acteurs clés de la sécurisation et de la stabilisation du Sahel central. Ce sont des recommandations qui orientent clairement vers des réponses ciblées pour améliorer l'existant. L'existant surtout sur le plan accès et coordination de l'humanitaire, pour prévenir les anomalies et les dangers potentiels, en exemple le déficit de protection des civils, l'impunité autour des violences et de la mauvaise gestion de la crise, mais aussi pour implémenter cette nouvelle approche qui donne la priorité aux besoins de la population civile et aux mécanismes de suivi des dommages qui leur seraient causés. Ces recommandations nous disent que ce qui doit changer au Sahel, c'est le tout militaire. Non au tout militaire, oui à une sécurisation participative où la population est partie prenante. Et les recommandations nous guident aussi sur le comment s'y prendre. Pourquoi je suis revenue sur tout ça? Pour mettre l'accent sur l'importance de ces recommandations. Parce que c'est à peu près les mêmes convictions qui sont ressorties d'une initiative de 2 années de recherche appliquée sur la crise, sur toute l'étendue du territoire sauf Kidal. Donc la crise au niveau du nord et la crise au niveau Mali, au niveau du centre Mopti. Mais comme l'initiative de la coalition citoyenne qui regroupe plusieurs organisations de la société civile, cette initiative de recherche-action était mise en œuvre aussi par un consortium d'organisations de la société civile au Mali, qui montre encore une fois le bien fondé que le moteur de la nouvelle approche soit une coalition. Ça, c'est un point que je voulais, un parallèle que je voulais établir. L'autre que je voulais établir aussi, c'est que de notre expérience, nous avons retenu qu'il faut que la voix des victimes s'entende, que particulièrement en termes de besoin de protection, il faudrait, si possible, que ça vienne de la voix des victimes. Donc, c'est cette nécessité que nous avons ressentie au niveau de la FARD et on a mis l'accent sur les besoins, les attentes, les perspectives des victimes. Nous avons interviewé 3875 victimes de par le pays, et ceci pour aider l'État. L'État, parce que c'était un document sur lequel la CVGR, la Commission Vérité, Justice et Réconciliation, allait se baser pour, structurer ces initiatives de recherche de la vérité, en particulier les auditions auprès des victimes, comment leur parler des sujets sensibles et où mettre l'accent, mais aussi dans leur projection de la conception et de la planification du programme de réparation des victimes. Là aussi, je fais le parallèle avec le rapport où on met bien l'accent sur le fait que la nouvelle approche va se baser sur des données concrètes, sur des mécanismes de suivi des dommages causés pour guider des initiatives autres que militaires. Ensuite, je voulais dire que après, au-delà de cette approche qui est d'aller des données concrètes aux stratégies, aux politiques telles que la politique de réparation dans notre cas, au-delà de ça, il y a aussi le côté humanitaire tel que ressenti par la population. Et ce côté, quelquefois, à travers les données, on a eu l'impression que l'aide humanitaire que les victimes recevaient dans leur tête n'était pas l'aide de l'État.
n'avait rien à voir avec l'État. Donc, il y avait ce sentiment d'être lâché par l'État, d'être exclu des initiatives en cours. Je reviens au pilier 3, où il y a une série de recommandations très intéressantes par rapport à l'accès à l'humanitaire, par rapport à la coordination de l'humanitaire entre les initiatives, surtout avec les forces armées. Et notre recherche nous a montré que la société civile peut agir entre les deux pour aussi faire partie de la coordination de l'accès à l'humanitaire. Donc, je voulais juste finir en disant que plusieurs des recommandations me parlaient par rapport à notre expérience vécue, mais c'est surtout les piliers 1 et 3. Mais il y a un aspect que je voulais souligner, c'est que les recommandations s'articulent les uns autour des autres et qu'il ne faut surtout pas voir ces recommandations de façon détachée, qu'il faut les voir comme des recommandations qui forment un tout pour aider les acteurs clés à réussir enfin le changement qu'il faut dans le Sahel. Je vous remercie. Merci infiniment, Assistant, pour ces perspectives issues du travail remarquable que vous faites sur le terrain au Mali, et on vous souhaite vraiment bon courage et bonne continuation. Voilà. Alors, nous avons eu tout au long de ce panel le privilège d'entendre quelques représentants de la Coalition citoyenne pour le Sahel qui représentent un échantillon de la diversité des 48 organisations qui soutiennent le rapport Sahel, ce qui doit changer. Ce rapport, on le répète encore, est avant tout destiné aux décideurs politiques. Alors, justement, nous en venons maintenant à la table ronde avec les représentants des gouvernements. Et nous sommes ravis, une fois de plus, d'accueillir son Excellence Jimé Adoum, qui, je le rappelle, est le haut représentant de la Coalition internationale pour le Sahel et ancien ministre tchadien. Son Excellence Bankole Adeoye, commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, en poste depuis quelques mois. Vous étiez avant cela donc ambassadeur du Nigeria en Éthiopie et auprès de l'Union africaine. Son Excellence Frédéric Botton, envoyé spécial de la France pour le Sahel et précédemment ambassadeur de France en Éthiopie et auprès de l'Union africaine. Nous avons aussi le privilège d'avoir parmi nous son Excellence Gordon Krieke, envoyé spécial de l'Allemagne pour le Sahel. Excellence, vous étiez avant cela en poste au Sahel en tant qu'ambassadeur de votre pays à Niamey. Nous avons aussi parmi nous M. Idrissa Traoré, coordonnateur du programme conjoint de l'Association malienne des droits de l'homme et de la Fédération internationale pour le droit humain, FIDH, qui participe également à cette table ronde au nom de la coalition citoyenne. Alors, je vais passer le relais, je vais repasser la parole à Mme Niagale Bakayoko qui va animer la table ronde. Je profite juste de l'occasion pour rappeler à tous nos intervenants de parler le plus distinctement possible pour le bénéfice de l'interprétation en anglais. Dans ce sens, une autre pratique est également disponible que l'on de nos on veut juste souligner que l'un des panélistes interviendra en anglais. Donc, en ce sens, une interprétation en anglais est disponible pour les personnes qui suivent ce débat et qui ne parlent pas anglais. Merci juste d'appuyer sur le bouton interprétation que vous avez en bas à droite de votre écran Zoom. Et vous pouvez cliquer sur français pour suivre l'interprétation. Donc, je repasse la parole à Niagale Bagayoko. Niagale, vous avez la parole.
Pardon. Merci infiniment Barka et merci bien entendu de manière très sincère et chaleureuse à nos 4 panélistes qui nous font un grand honneur en assistant aujourd'hui au lancement de ce rapport et en engageant un dialogue avec nous, dialogue qui, je précise, a d'ores et déjà été engagé précédemment et qui a permis à nos yeux un certain nombre d'avancées importantes. J'ai souligné l'adoption du MISAD, dans ma présentation, mais il me semble que le sommet de N'Djamena, à travers son communiqué final et sa feuille de route, ont véritablement choisi de mettre l'accent sur des points qui nous paraissent essentiels. Je vais, dans cette perspective, m'adresser tout d'abord à vous, monsieur le haut représentant pour la coalition internationale pour le Sahel, en vous interrogeant, enfin en essayant de discuter avec vous sur justement ce fameux sursaut civil et politique qui a été annoncé à l'issue du sommet de N'Djamena, et qui est bien entendu particulièrement bienvenue pour nous, membres de la coalition citoyenne, qui réclamons précisément une approche qui ne soit pas uniquement militaire. Donc, je vous adresserai la question suivante, à savoir comment comptez-vous mettre en œuvre ce sursaut civil, vous, en tant que chef d'orchestre de cette coalition internationale. Donc, bien entendu, comment les membres de cette coalition internationale entendent-ils mettre en œuvre ce sursaut civil et quelles sont les recommandations de notre propre rapport que vous comptez prendre en considération de manière prioritaire? Vous faites comme moi, monsieur le haut représentant, vous avez oublié, je pense, de mettre votre haut-parleur. Un mute. Comme moi. Bon, voilà, on reprend. Merci beaucoup. Je suis très ravi d'être parmi toutes ces personnalités de OCAM et surtout saluer, si vous voulez, la publication de rapport dont les observations cadrent bien avec ce que le communiqué final de N'Djamena et la feuille de route. C'est ça, ceci étant dit, nous avons bel et bien écouté les interventions de vos membres. Et par rapport à la question que vous venez de poser, vous me permettez de jeter un coup d'œil sur les éléments essentiels qui vont fournir donc ce dont nous avons besoin. C'est-à-dire, vous savez que depuis le sursaut civil et politique qui implique un recadrage ou bien un recentrage sur le pilier 3 de la coalition actée à N'Djamena, donc plusieurs réflexions ont été menées pour son opérationnalisation. Ici, nous parlons effectivement. La première porte sur le rôle crucial du partenariat pour la sécurité et la stabilité au Sahel, le P3S, qui, je le rappelle, est désormais basé au sein de l'Union européenne. La mise en place de dispositifs de suivi partenarial associant l'État et les partenaires extérieurs dans un esprit de redevabilité, et je souligne bien le mot redevabilité réciproque, devrait donc se mettre en place progressivement. Et compte tenu du rôle de copilote dévolu à l'Union européenne par le P3S, il semble souhaitable que le représentant de l'Union européenne dans chacun des États du G5 Sahel, si vous voulez, puisse donc jouer un rôle essentiel et central d'animation pour ce suivi partenarial, soit dans le cadre des comités de suivi de N'Djamena. Car, si vous voulez, sur le modèle de comité de suivi de Pau, un peu élargi, soit de façon autonome, comité de suivi de redéploiement de l'État. La seconde partie sur l'approche interministérielle du sursaut civil et politique, avec un dispositif national de pilotage politique au plus haut niveau, ainsi qu'un mécanisme interministériel de coordination chargé de sa mise en œuvre. Donc, ces propositions sont issues de la feuille de route de la coalition, adoptée lors, si vous voulez, de la réunion ministérielle du 19 mars, qui a réuni près de 70 pays
et institutions des participants. Donc, comme vous le savez, mon déplacement sur la période post-N'Djamena avec le secrétaire exécutif du G5 Sahel, le haut représentant de l'Union européenne et l'envoyé spécial de la France, l'ambassadeur Bontemps, au Mali, au Burkina Faso, au Niger et en Mauritanie a permis donc de confirmer cette dynamique grâce à des entretiens avec les autorités concernées. En d'autres termes, la coalition, depuis N'Djamena, depuis le communiqué final, a conçu donc cette feuille de route qui a été partagée avec, y compris la coalition citoyenne. Et ce travail donc a permis, à notre sens, d'être très inclusif et a permis la participation donc de tout un chacun. Il suffit maintenant d'aller sur le terrain, de s'assurer que chacun s'approprie la composante qui lui revient et de s'organiser de sorte à ce que nous puissions mettre dans la balance les fruits les plus mûrs, nous organiser autour de ce dialogue-là, dialogue inclusif, autour d'une table et planifier plus ou moins, mettre sur pied un gabarit, un cadre logique qui prend en compte donc le court, le moyen et le long terme afin de nous préparer à aller en fin juin au sommet des chefs d'État. Je peux m'arrêter ici pour le moment et puis revenir un peu plus tard pour d'autres questions. Merci. Merci infiniment, monsieur le haut représentant. J'espère, nous vous l'avons déjà fait savoir, que ces échanges constructifs pourront se poursuivre et les membres de la coalition seraient particulièrement honorés de pouvoir assister au prochain sommet de la coalition internationale en tant qu'observateur. Je vais me tourner maintenant vers monsieur le commissaire pour les affaires politiques, la paix et la sécurité de l'Union africaine. Mais j'ai juste une petite question technique. Je peux lire dans le chat qu'il n'y a plus d'interprétation en anglais, donc je vais peut-être m'adresser à lui en anglais. Est-ce qu'on peut me dire si l'interprétation est revenue ? Okay, I don't know what is the answer, but the Commissioner, I would like to thank you for attending. Thank you very much, Moderator. Let me commend this initiative and the interest of this multi-stakeholder group in the Sahel. It is important to emphasize that a lot of things need to change, not only in the Sahel, but in Africa, because we need to really adopt your new focus on people-centered approach. This is in line with my priorities as Commissioner. I want to welcome you again to participate in this panel because I think it is one group that is important for us. Let me just emphasize 3 quick points before I go there. That first, we must work with the stakeholders to re-energize the early warning mechanism of the AU. The panel of the wise, the FEMWISE, these mechanisms must be multi-dimensional and multi-stakeholder. This is the way to change the way we work in the Sahel in terms of peace, conflict prevention, conflict management, and conflict resolution. This is one area where I fully agree with the emphasis of this engagement. Number 2, as we build the capacity for conflict management, it is necessary to address all the issues that relate to the victims and the survivors of conflict. This is one area where we must work together on the interface between peacekeeping, peacemaking, and peace building, because this peace building will enhance our ability to work together with the civil society, work together with the women, youth groups for the benefit for peace and for things to change, so that we can see people, though we are talking of the African Standby Force, we're speaking to AMISOM, we're speaking to the multinational joint force in the Lake Chad, we are speaking to the
G5 Joint Sahel Force. All these military peace support operations must have, as you said in your report, must have at the heart of it the civilian component, the people-to-people contact, the people-to-people transformation, which I fully adhere to. Point 3 is to stress, which is what we have been doing in the African Union all along, is to strengthen democracy and good governance so that fundamental freedoms, human rights, the role and the rights of women, the role and the rights of our children, the role and the rights of the youth will be fully acceptable. This is important because we can also enforce the transitional justice mechanisms that we have. We believe our civil society will be working with us in this particular field. Now, generally, let me just conclude by emphasizing that we note your recommendations and we endorse the key messages. We believe that people must be at the center of all the peace efforts in the Sahel, but not just only in the Sahel, throughout Africa, in the Lake Chad Basin, in Somalia, now in Mozambique, in Central African Republic, in Eastern Congo, in Libya. These are areas where people must be at the center. And the only way to do that is to ensure that early warning, that the capacity for conflict management, the mediation efforts, the preventive diplomatic efforts have women, have our people at the center. We must continue to protect civilians. The UN has been doing that very well, but we must also invest in the political process. And how we invest in the political process is to talk to pressure groups, civil society, the media, all the gamut, the academia, the whole emphasis on the multi-sectoral approach. It is also important to realize, which I accept in your report, that military intervention will not solve all the problems. We need to combine that with the efforts at the level of making sure that we have the civil society, we have the media, we have our stakeholders also at the table. Let me emphasize, finally, that we are ready as the AU, as you have recommended, for us to be a strong coordinating point, the entry point for the Sahel. And that is why we need to build a strong and effective union. That is why the African Union is going through reforms as we speak. And that is why I believe my election as commissioner, with the new structure where we have combined political affairs and peace and security. So we are bringing together the conflict prevention aspects, the mainstreaming of governance into conflict management, and prioritizing mediation and dialogue. We are prioritizing early warning, and we are prioritizing security sector reforms that will be inclusive. This is our goal, is to build an inclusive African Union that is at peace with itself and at peace with the world. I really want to thank you again. I want to assure you that your report for me is outstanding, and we really want to again thank you for inviting me to join you. Thank you very much, Mr. Commissioner, for this very inspiring presentation, which is in fact answering most of the aspects I wanted to talk with you. I would just like to add that I'm very happy you are putting the stress on the strong coordinating focal point role that the African Union could play, because until now we definitely think that the AU has not been, the AU action has not been visible enough, and we will welcome a strengthened role for the MISAHEL in coordination with the G5 and the Ministries of Reconciliation. So we will be very sorry, happy. moderator, there is no interpretation. There's no interpretation. We can't hear you at all. Yes, but I'm speaking English. We can't hear you. Okay, so should I speak French or English?
Can you hear me? Can you hear me, Mr. Commissioner? We can hear you now, but it's going on back and forth. Bon, je vais parler en français. Donc, je disais simplement merci beaucoup pour cette présentation qui répond à beaucoup d'interrogations que nous avions à vous adresser. Et nous sommes heureux de voir que vous avez souligné le rôle de coordination que vous pensez que l'Union africaine pourrait jouer, puisque précisément parmi les recommandations de notre rapport, figure la suivante, à savoir que nous pensons que la MISAEL pourrait voir son mandat renforcé pour appuyer les efforts en faveur d'un dialogue politique en lien étroit, bien entendu, avec le G5 Sahel et les ministères de la réconciliation nationale des différents pays. Donc, merci encore pour votre présence et nous sommes, bien entendu, à votre disposition pour davantage d'échanges et d'interactions. Merci encore. Je vais maintenant me tourner vers l'ambassadeur Bontemps, que je tiens ici à remercier pour les nombreux échanges très constructifs que les représentants de la Coalition citoyenne pour le Sahel ont pu avoir avec lui, et qui, nous semble-t-il, ont permis de faire avancer les choses. La question que je souhaiterais aborder avec vous a trait aux événements tragiques que je rappelais dans la présentation que j'ai faite, qui se sont produits depuis le début de l'année 2021 et qui témoignent encore des difficultés à mettre la protection des civils et la promotion des droits humains au cœur des interventions. Et ma question serait de savoir si vous partagez ce constat, d'une part, sur si ce n'est la capacité, mais en tout cas les grandes limites de la stratégie qui a été menée au cours des 8 dernières années au Sahel à protéger efficacement et effectivement les populations civiles de la région. Et deuxième question, en quoi, selon vous, ce rapport de la coalition citoyenne peut être utile à la France? Merci Niégalé. Je vais essayer de répondre succinctement dans les 3 minutes qui me sont imparties, en commençant par saluer la publication de ce rapport qui me paraît effectivement extrêmement intéressant et très en phase, comme le rappelait Jimmy Adoum, le haut représentant de la coalition, avec les orientations qui ont été arrêtées par le sommet de N'Djamena et déclinées ensuite dans la feuille de route de la coalition et que la France soutient largement. Sur le point que vous soulignez, à savoir la nécessité de protection des civils, nous sommes totalement en phase avec cette approche, avec toutefois une précision que je crois importante. Il ne faudrait pas laisser penser que l'origine de la difficulté provient des forces de sécurité sahéliennes. L'origine, c'est quand même le rôle des groupes armés terroristes. Ce sont eux qui, aujourd'hui, attisent des tensions intercommunautaires, empêchent les populations de cultiver les champs, limitent l'accès des ONG dans les zones, attaquent les écoles, poussent des millions de civils à prendre la route de l'exil, etc. Ils prospèrent sur la faiblesse de l'État. Deuxièmement, la réponse purement sécuritaire n'est pas la bonne réponse, et ça, nous en sommes tous absolument conscients. Troisièmement, les exactions violentes commises par ces groupes armés n'excusent en rien le non-respect du droit international humanitaire, du droit des conflits, des droits de l'homme par les forces de l'ordre ou les troupes étrangères, je vais y revenir, mais il faut rappeler tout de même, pas mettre tout sur le même plan. Il y a tout de même une responsabilité première dans notre analyse qui est celle des groupes armés terroristes. Deuxième point, pour revenir sur les points que vous avez soulignés sur les dérapages
du fait des forces de l'ordre, c'est naturellement totalement inacceptable et nous avons toujours dénoncé les exactions qui peuvent être faites par les forces de défense et de sécurité. Si on prend un exemple d'ailleurs récemment, prenez ce qui s'est passé avec la force conjointe du G5 et le bataillon tchadien. Moi, je voudrais saluer la réaction extrêmement rapide des autorités tchadiennes et du commandement de la force conjointe qui, confrontés à ces agissements fort heureusement isolés d'un petit nombre de soldats, ont immédiatement réagi en arrêtant ces soldats, en les ramenant au Tchad, où nous avons des engagements forts qu'ils seront jugés pour les actes qu'ils ont commis, qui sont des crimes absolument inacceptables. Et c'est quelque chose que nous allons suivre de près. Vous avez évoqué tout à l'heure, et je voudrais revenir là-dessus simplement en 2 minutes, les allégations d'exactions, ou plus exactement de dommages collatéraux lors d'une frappe de Barkhane. Je voudrais être très clair là-dessus. La position de la France est sans aucune ambiguïté. Notre analyse, et nous avons les éléments objectifs qui nous permettent d'en être absolument convaincus, avec une certitude complète, mais malheureusement qu'il nous est difficile, pour des raisons de protection de nos troupes, de partager, c'est qu'il n'y avait pas de mariage, qu'il n'y avait pas de victimes civiles. Je défie d'ailleurs qui que ce soit de nous donner les noms des mariés. Vous remarquerez que dans le rapport, y compris du département des droits de l'homme, de la MINUSMA, personne n'est capable de dire qui étaient les mariés. Personne ne nous dit quelle est l'identité des personnes qui seraient décédées. S'il s'agit de civils, on pourrait au moins dire de qui il s'agit. Le nom, ça ne figure nulle part. Il n'y a aucun élément objectif permettant de conforter l'existence d'un mariage et nous avons, nous, absolument tous les éléments nous permettant de dire qu'il s'agissait bel et bien d'un regroupement de forces terroristes. Donc là-dessus, je voudrais être extrêmement clair. Notre analyse est qu'il peut y avoir, ça peut exister des bavures qui peuvent conduire à des drames. En l'occurrence, nous appliquons des règles extrêmement strictes, extrêmement sévères, parmi les plus strictes que l'on puisse imaginer avant de faire toute frappe de ce type. Et là, nous sommes totalement formels sur le cas présent. Il n'y a pas du tout d'ambiguïté sur ce qui s'est produit. Voilà ce que je voudrais dire. Dernier point peut-être, vous avez signalé vous-même lors de votre intervention l'adoption du cadre de conformité par la force conjointe du G5 Sahel. Ce cadre qui est soutenu par les partenaires internationaux dont l'Union européenne est aujourd'hui opérationnelle. Je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important et qu'il faut continuer à généraliser cela. Merci. Merci infiniment pour ces réponses très claires et très franches, ambassadeur Bontemps, qui sont particulièrement appréciées. Je préciserai simplement que nous avons aussi immédiatement salué, par la voix de certains d'entre nous, les réactions extrêmement rapides, à la fois du commandement de la force du G5 Sahel, mais aussi des autorités tchadiennes face aux actes inacceptables dont nous venons de parler. Et nous pensons que cela fait effectivement partie des choses qu'il faut encourager. Et c'est pour ça que nous allons absolument continuer à exercer ce rôle de vigie. Je ne suis pas sûre qu'il y a simplement 2 ou 3 ans, les réactions auraient été aussi rapides. Donc c'est pour cela que nous estimons qu'il y a aussi des progrès et qu'il n'y a pas, loin de là, que des choses à contester dans l'approche actuelle. Pour ce qui est du rapport auquel vous faites référence, moi j'ai parlé du rapport des Nations Unies concluant de ces conclusions. Je n'ai mis personne en cause. La difficulté, vous comprenez très bien, j'ai parlé, je peux vous redire la phrase que j'ai utilisée, j'ai parlé du rapport des Nations Unies concluant à la mort de 19 civils à la suite d'une frappe
française. Ce sont exactement les termes que j'ai employés et dans ce cadre, je pense que la précision est absolument nécessaire. Je préciserai simplement que nous comprenons bien entendu vos arguments, à savoir les difficultés en matière de sécurité, de protection des sources, mais la protection des sources est exactement celle qui est mise en avant par les Nations Unies. Donc, pour des acteurs extérieurs, on est en réalité face à un parole contre parole qui, à mon avis, ne pourra être tranché que par une enquête judiciaire indépendante. Voilà. Je vais maintenant, si vous le permettez, me tourner vers le haut représentant de l'Allemagne, M. Gordon Krieke, qui nous fait l'honneur d'être également avec nous aujourd'hui. Merci infiniment. J'espère que la traduction fonctionne. Je vais parler en français. Ah, parfait. Merci beaucoup. C'est parfait. La présence de l'Allemagne pour ce lancement est absolument fondamentale à nos yeux et nous nous en remercions encore une fois très vivement, étant donné le poids majeur que joue votre pays, notamment au sein de l'Union européenne, et également de son engagement important, à la fois en termes de contribution en troupes au sein de la MINUSMA ou au sein de la mission IUTM, mais aussi de sa contribution financière très importante, à la fois directe ou à travers certaines fondations. Et je précise ici que la publication du rapport a été également rendue possible grâce à la FES, pardon, je ne parle pas allemand, la Friedrich Herbert Stiftung. Pardon pour mon accent. Je voudrais savoir si, selon vous, ce rapport que nous présentons peut jouer un rôle pour renforcer l'impact de l'engagement de l'Allemagne au Sahel et savoir si vous pensez que l'Allemagne peut jouer un rôle pour défendre les recommandations de la coalition citoyenne auprès de l'Union européenne, particulièrement en ce qui concerne cette nécessité de placer la protection des civils au cœur de la gestion de la crise. Bon, merci beaucoup pour l'invitation et je suis très content de pouvoir participer à cette opportunité d'échange de vues. Comme vous le savez, pour l'Allemagne, et l'échange et la coopération avec la société civile est très important. Du point de vue allemand, ces rapports mettent l'accent sur des défis très importants et beaucoup des aspects dans ce rapport sont aussi des éléments centraux pour l'engagement d'Allemagne et donc notamment les recommandations en ce qui concerne la protection effective de la population civile, la lutte contre la violation des droits de l'homme et la lutte contre la corruption et l'impunité, mais aussi particulièrement l'importance de l'engagement civil pour la stabilisation et l'appui humanitaire et le développement. Je crois, il y a beaucoup de points de concordance aussi de cet rapport avec le feuille de route qui a été élaborée après le sommet de N'Djamena. Et les piliers citoyens proposés dans ce rapport sont étroitement liés aux objectifs du sursaut civil de la feuille de route. Ce qui est nécessaire est mettre ça maintenant en œuvre. Et nous, l'Allemagne, avec nos partenaires, nous voulons nous engager avec nos instruments civils dans ce domaine. Et je voudrais souligner que les instruments civils sont fondamentaux pour l'engagement allemand et le sursaut civil est au cœur de nos engagements.
L'Allemagne poursuit une approche intégrée depuis plusieurs années avec une multitude des instruments civils qui sont complémentaires à l'engagement militaire. Et le sursaut civil correspondant à l'approche de stabilisation d'Allemagne. Donc, je crois beaucoup des éléments qui sont dans ces rapports sont reflétés déjà dans notre approche politique. Et nous voulons, par exemple, nous engager encore plus en appuyer le renforcement du système judiciaire et des capacités de police dans la région. Et nous avons initié le développement de facilités de stabilisation gérées par le PNUD pour la région du Lechot, mais aussi pour la région du Leptako-Gourma. Le but est une meilleure coordination entre les mesures civiles et militaires. Et dans ce sens aussi, nous soulignons l'importance d'inclure les droits de l'homme dans la formation des forces de sécurité. Un pilier de ce rapport est aussi très important. Nous croyons la protection l'importance de l'aide humanitaire. C'est vraiment un domaine d'une importance primordiale. Et l'année passée, l'Allemagne a été a organisé avec le Danemark et le PNUD une conférence pour l'aide humanitaire. Et je crois que c'est très important de continuer dans ce sens. La contribution de bailleurs de fonds traditionnels a été très positive à cette époque. Ce qui est important aussi est d'attirer plus d'intérêt, plus d'engagement de bailleurs de fonds non traditionnels, je crois. Bon, c'était en bref ce que je voulais dire en ce qui concerne les recommandations. Je crois que votre rapport est très positif, très important, très utile et je vois beaucoup de points de concordance avec notre politique. Merci. Merci infiniment, Monsieur l'ambassadeur, pour cette contribution particulièrement utile parce qu'il est parfois difficile pour les organisations de la société civile de voir clair dans les différents programmes mis en œuvre. Et ça aussi, je pense que c'est quelque chose de très important de parvenir à clarifier le fonctionnement de ce qui apparaît trop souvent, en tout cas aux populations, comme un monstre institutionnel. Donc, merci beaucoup pour ces précisions. Pour clore ce panel, je vais maintenant me tourner vers mon collègue Drissa Traoré de la MDH. Merci Drissa d'être avec nous alors que ça n'était pas forcément facile pour vous aujourd'hui et je voudrais savoir comment selon vous les gouvernements pourraient répondre aux attentes que nous avons collectivement formulées et particulièrement ce qui a trait à la lutte contre l'impunité, puisque dans ce rapport, nous demandons une tolérance zéro pour les exactions commises par des soldats censés protéger les populations. L'ambassadeur Bontemps signifiait à raison qu'en effet, il y a de très nombreuses exactions commises par les groupes armés, et notamment par les groupes djihadistes, mais précisément, nous n'estimons pas forcément que nous avons un moyen d'action immédiate là-dessus, alors que les forces de défense et de sécurité sont celles qui sont censées agir dans le cadre d'un état de droit et elles peuvent être rendues comptables de leurs actes de manière beaucoup plus facile que des combattants de groupes armés. Voilà, donc Drissa, je vous laisse la parole. Okay. Merci beaucoup, Malados et Mnyarale. C'est un plaisir pour moi d'intervenir sur ce panel.
Et je voudrais tout d'abord rappeler que malgré les engagements pris par les différentes autorités du Sahel pour lutter contre l'impunité et les exactions contre les civils, quels que soient les partis en cause, force est de constater aujourd'hui que l'impunité règne toujours en maître. Et en effet, l'impunité dont bénéficient des éléments des groupes djihadistes ou terroristes, on peut les appeler comme vous voulez, est tout aussi déplorable et inacceptable que celle favorable, n'est-ce pas, aux éléments des forces de défense et de sécurité ainsi que des milices. Il est aussi et surtout particulièrement regrettable que les violations graves des droits humains et du droit international humanitaire imputables ou reprochés aux forces armées régulières du Sahel en 2020 soient plus importantes que celles dont les groupes armés irréguliers, à savoir les groupes djihadistes et les milices, se sont rendus responsables. Là, je ne vais pas revenir sur les rapports de ACLED sur lesquels Niagalé en a suffisamment parlé. Et je voudrais et surtout rappeler que nous n'avons pas la prétention ou l'idée de jeter l'opprobre sur nos propres forces de défense et de sécurité. L'idée est plutôt une manière pour nous de promouvoir ou de contribuer à la promotion de leur redevabilité au bénéfice des populations que nous sommes aussi. Il faut le signaler, c'est très important. Et alors, il faut également souligner qu'en plus d'être l'une des causes profondes de l'insécurité au Sahel, l'impunité alimente la défiance des populations à l'égard de l'État et facilite surtout les recrutements par les groupes armés. Et je ne voudrais pas m'appesantir sur l'exemple du Mali où dans certains contextes, nous avons effectivement remarqué que certaines populations sont tentées à rejoindre ces groupes armés. Et pour nous, pour enrayer cette spirale de violence et remettre la réponse à la crise au Sahel dans la bonne direction, une approche tolérance zéro est absolument capitale pour nous. Et là-dessus, il faut quand même rappeler que la force conjointe du G5 Sahel a elle-même utilisé cette expression, à savoir tolérance zéro. Et d'ailleurs, ça a été fait très fortement dans son communiqué condamnant les viols commis par les soldats tchadiens à Téré au Niger au début du mois. Et ce qui est pour nous, comme l'a dit Niagalé, un signal nouveau et positif à consolider, bien entendu. Alors, je profite alors de ce passage pour féliciter quand même l'ambassadeur Djimé Adoum pour effectivement tous ces efforts qui doivent être mis aussi à son actif. Et, alors, c'est bien, il faut signaler et surtout remercier cet effort, mais toutefois, je voudrais quand même rappeler que le gros challenge qui demeure est de traduire les condamnations et les investigations en poursuite judiciaire. Et sur ce point, il faut noter qu'aucun soldat ou chef de milice burkinabé, malien ou nigérien impliqué dans des violations des droits humains n'a encore été traduit en justice. Ce qui est quand même regrettable et qui mérite d'être bien sûr corrigé avec des actions concrètes et fortes. Et là, vous allez me permettre de rappeler quand même quelques cas emblématiques qui méritent en tout cas des réponses judiciaires adéquates pour non seulement respecter les droits des victimes à la justice, à la vérité et aux réparations, mais aussi et surtout prévenir les exactions à l'avenir. Et parmi ces cas emblématiques, je voudrais tout d'abord parler du Niger, donc, où le ministère de la Justice a ouvert une instruction judiciaire suite à la découverte d'au moins 71 corps dans des fosses communes entre mars et avril 2020 à Inates. Et sur ce point, la Commission nationale des droits de l'homme du Niger a établi la responsabilité d'éléments des forces de défense et de sécurité dans un rapport d'enquête que je qualifie de très rigoureux. Et malheureusement, il faut le signaler, certaines autorités nigériennes ont essayé de discréditer ces rapports et nous comprenons parfaitement cette position et nous rappelons que chacun aussi doit rester dans son rôle. Et quant au Burkina Faso, les enquêtes ouvertes sur les allégations d'exactions commises ou imputables aux forces de défense et de sécurité à Djibo
où plus de 220 exécutions de masse ont été recensées par Human Rights Watch entre novembre 2019 et juin 2020, n'ont pas encore enregistré de progrès significatifs, et rares sont les informations publiques sur le statut des procédures en cours. Ça, c'est une situation aussi qui est presque valable pour les deux autres pays, à savoir le Mali et le Niger, où nous avons souvent la difficulté, n'est-ce pas, d'avoir de la visibilité par rapport, n'est-ce pas, aux actions judiciaires entreprises par les différentes autorités. Alors, pour retourner dans mon pays, le Mali, je rappelle que des ordres de poursuite ont été signés contre des militaires soupçonnés d'être impliqués dans l'exécution sommaire de 37 civils, dont plusieurs femmes et enfants, lors d'une opération des forces armées maliennes dans le village de Binedama le 5 juin 2020. Et 8 mois plus tard, aucun mandat d'arrêt, en tout cas à ma connaissance, à notre connaissance, aucun mandat d'arrêt n'a encore été lancé. Et là, il faut peut-être, je vais peut-être rappeler le contexte de cette attaque de façon générale, mais soulignons quand même que l'attaque contre Binedama a été menée par un convoi de 30 véhicules militaires accompagnés des chasseurs traditionnels d'Ozo. Alors, je voudrais peut-être revenir sur la nécessité, n'est-ce pas, absolue d'apporter des réponses judiciaires à ces exactions ou à ces allégations d'exactions, comme vous voulez. Et en particulier, je vais peut-être revenir, malgré quelques précisions données par l'ambassadeur. Donc, je vais revenir sur l'affaire de Bounty, d'ailleurs, sur laquelle nous ne doutons point de la volonté des autorités françaises et maliennes à faire la lumière et surtout, les cas échéants, à situer les responsabilités, n'est-ce pas, dans cette affaire. Et sur cette affaire, pour rejoindre un peu ma collègue Niagali, je dirais que dans les doutes, il faut vraiment mener une enquête judiciaire capable de nous édifier davantage sur ce qui s'est réellement passé à Bounty. Donc, il est important quand même de dépasser les critiques du rapport des Nations Unies. Et pour dépasser ces critiques, l'ouverture d'une enquête judiciaire s'impose. Et pour finir très rapidement, donc, je reste convaincu que la lutte contre l'impunité est un levier important dans les retours de la paix et de la cohésion sociale dans le Sahel. Et pour cela, nous comptons vivement sur l'ouverture des autorités maliennes, nigériennes et burkinabées, et surtout, nous les offrons, en tout cas à notre service, à pouvoir non seulement les accompagner dans ces efforts de lutte contre l'impunité, mais surtout de mettre toutes les informations à leur disposition pour pouvoir aussi aider les différentes justices à avancer dans cette question importante et cruciale de la lutte contre l'impunité. Je vous remercie. J'en ai fini. Merci beaucoup. Merci infiniment, Drissa, pour cette contribution particulièrement utile également. Je vais rendre la parole à Barka et pour lui permettre de conclure cette session après le témoignage d'Abdoulaye. Merci beaucoup à tous d'avoir pris part à ce panel et d'engager un dialogue constructif avec nous. Merci encore. Barka, c'est à vous. Merci beaucoup à toi, Niagalé, et à Drissa Traoré, et à chacun de nos panélistes pour ces échanges très, très intéressants et très stimulants entre membres de la coalition citoyenne et les représentants, les éminentes personnalités de haut niveau qui ont tenu à participer à cet événement de lancement du rapport Sahel, ce qui doit changer. Alors, je rappelle très rapidement que pour tous les intervenants et participants, de ne pas oublier de consulter le site internet de la coalition citoyenne où le rapport est disponible en anglais et en français. Alors, sans trop tarder, nous allons maintenant vers la conclusion de notre événement et nous excusant pour le temps qui a un peu débordé, mais vu la qualité des échanges et
des recommandations et de tout ce dont on a discuté ici, je pense que vous pourrez aisément comprendre que le temps est un peu débordé, mais nous nous en excusons. Alors, pour le mot de la fin, nous allons à Niamey, où nous retrouvons Seydou Abdoulaye, président du réseau panafricain pour la paix, la démocratie et le développement au Niger. Seydou, vous avez la parole. Seydou Abdoulaye, que nous allons retrouver dans un Barka. Voilà. Très bien. Merci, Barka. Merci. Donc, je voudrais, au nom de la coalition citoyenne pour le Sahel, remercier tous les panélistes et remercier du fond du cœur véritablement toutes les institutions gouvernementales et les leaders politiques présents aujourd'hui avec nous au cours de cette conférence. Nous comptons beaucoup sur leur engagement qui nous est très précieux pour la mise en œuvre donc, des conclusions et recommandations de notre rapport. Et nous le savons, les gouvernements ont déjà pris conscience qu'il va falloir faire un pas vers un changement d'approche. En témoigne déjà le sursaut auquel ils ont recommandé, le sursaut politique et diplomatique lors du sommet de N'Djamena de février 2021, en reconnaissant que les efforts militaires à eux seuls ne peuvent pas résoudre les crises au Sahel et n'arrivent pas à assurer la protection des civils. Donc avec ce rapport, la coalition fournit des suggestions concrètes sur la manière de mettre en œuvre une nouvelle approche axée sur les besoins des populations. Nous donnons des recommandations clés à tous les dirigeants politiques présents à cet événement aujourd'hui sur comment les gouvernements de la région et leurs partenaires régionaux et internationaux peuvent s'engager à répondre de manière efficace aux crises profondes du Sahel et cultiver l'expertise et répondre aux crises, n'est-ce pas, profondes du Sahel, et en bénéficiant aujourd'hui de l'expertise et de l'expérience de la société civile au Sahel qui a tenu aujourd'hui à travers, n'est-ce pas, le présent rapport de montrer à quel point il est intéressant et impérieux de travailler et de mettre en avant la protection des populations civiles. Donc, au cours des semaines et aux prochains mois, la coalition s'engagera dans un plaidoyer auprès donc, de tous les acteurs impliqués dans le Sahel, notamment les gouvernements du Burkina Faso, du Mali et du Niger, ainsi que les partenaires internationaux de l'Union européenne, de l'Union africaine, de la France, de l'UE, de la coalition internationale, qui est différente de la coalition citoyenne au Sahel, faut-il le rappeler. En tant que société civile, nous pouvons donc être un partenaire. Nous avons l'expertise et l'expérience, je le disais, sur le terrain. Nous vivons avec les populations. Nous voulons travailler ensemble pour mettre en œuvre une nouvelle vision. Et nous surveillons également si ces recommandations sont suivies d'effets et si les engagements en faveur d'une nouvelle approche sont respectés ou elles restent rhétoriques de la part des États. Je conclue en disant que le temps est venu pour le changement et avançons ensemble tous, acteurs étatiques et organisations de la société civile, vers ce changement nécessaire afin de mettre fin au désastre et au chaos que connaît le Sahel actuellement, parce que ce qui se passe est inadmissible et il doit être mis fin à ça à travers un sursaut patriotique de tout un chacun. Et sur ce, au nom de la coalition citoyenne pour le Sahel, je vous remercie en tout cas ces centaines de personnes qui nous ont suivis et nous estimons que les échanges vont continuer à travers d'autres canaux et dans un mouvement d'ensemble. Inch'Allah, nous arriverons à vaincre la crise et contribuerons au développement du Sahel. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Seydou Abdoulaye, pour cette intervention très pertinente. Peut-être juste avant le mot de la fin, repasser la parole à son Excellence Jimé Adoum, qui voudrait dire un mot. Excellence, au représentant de la Coalition internationale pour le Sahel, vous avez la parole avant qu'on ne conclue. Excellence, vous devez juste appuyer sur le bouton mute pour qu'on puisse vous entendre. Votre micro n'est pas ouvert, voilà. Voilà, vous allez y arriver. C'est en bas de votre écran. Normalement, vous devez, voilà, vous appuyez sur une petite touche. Parce que votre micro est fermé. Voilà, là c'est bon. Excellent. Désolé. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marc. Je disais que nous allons tous dans le même sens, dans la même direction. Nous avons pris bonne note de l'importance du rapport de la coalition citoyenne. Je pense qu'il suffit maintenant, étant donné que nous avons une approche, une méthodologie, en dévoluant plus ou moins la feuille de route au niveau de chaque État, de chaque entité, c'est d'effectivement de se retrouver autour de la table dans le comité élargi et de verser dans ce framework, dans ce cadre, tout ce dont on est préoccupé. Et non seulement c'est des statements, mais il nous faut développer, si vous voulez, il y a des résultats déjà bien indiqués, il nous faut des indicateurs de performance qui soient mesurables, qui soient atteignables, de sorte que nous puissions aller à la fin juin vers ce sommet des chefs d'État avec du concret. Et naturellement, la société civile représente bel et bien la tante, le parent, l'oncle, le petit frère, la petite sœur. Et si vous versez dans ce framework, dans ce cadre logique, la variance, les interprétations, et on cale bel et bien ce qu'on peut faire maintenant, ce qu'on peut faire dans le court terme, ce qu'on peut faire dans le moyen terme et dans le long terme. Et donc, je pense que nous allons à la fois utiliser deux petites méthodes. Nous allons chevaucher là où il y a besoin de chevaucher, tout en sachant la pertinence et la spécificité de tout un chacun. Le rôle que chacun doit jouer, ces deux entités doivent se joindre. Et nous allons aussi séparer et assigner des responsabilités individuelles pour que chacun de nous soit tenu pour responsable du rendu de ce qu'on a besoin de ça. Donc, je pense que dans l'ensemble, il y a un nouveau mouvement. Il y a la coalition internationale pour le Sahel. Je disais qu'il y a plus de 400 yeux qui regardent maintenant vers le Sahel. Il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas mutualiser, créer des efforts de synergie et puis rendre à l'échelle les bonnes pratiques et nous éloigner effectivement des mauvaises pratiques, impunité. Pour ce qui est de la gouvernance, pour ce qu'on dit la fois dernière avec la coalition citoyenne, de la coalition qui sera basée à Bruxelles, c'est pour davantage vous démontrer à suffisance que nous prenons très, très au sérieux ces questions-là. Donc, je pense que le moment est venu pour coaliser et pour s'asseoir autour de la table. Je pense qu'ensemble, nous y arriverons. Je vous remercie. Mais merci infiniment, Excellence, pour ces très fortes recommandations et suggestions. Donc, voilà, nous vous remercions vivement pour cette dernière intervention qui est pleine de pertinence et de sagesse. Merci infiniment, Excellence. Alors, vous avez entendu tout au long de ces échanges les membres de la coalition citoyenne appeler à une nouvelle approche pour résoudre les crises, dans une région, leur région, une approche qui privilégie la protection des populations civiles et la lutte contre l'impunité.
pas seulement en termes de neutralisation, comme on dit, de groupes terroristes. Vous avez également entendu les représentants des gouvernements expliquer comment ils comptaient prendre en compte les recommandations de la société civile. Et nous insistons en pensant que ce rapport qui fera date, à n'en pas douter, aura un écho très, très particulier auprès des décideurs. Je pense qu'il y aura un avant et un après ce rapport de la coalition citoyenne pour le Sahel, et que les décideurs sont à l'écoute, et que les éminentes personnalités qui ont voulu participer à ce débat, les hauts représentants, seront les porte-parole de la coalition citoyenne auprès des décideurs de la région et même au plan international. Je rappelle que ce rapport, donc pour une nouvelle approche des besoins des populations, ce qui doit changer, a été soutenu par 48 organisations sahéliennes, donc près de 50 organisations sahéliennes, ouest-africaines et internationales, ce qui en dit long pour le travail, sur le travail remarquable qui a été fait et sur le sérieux et la qualité exceptionnelle de ces travaux. Donc, je voudrais très modestement, donc, pour le mot de la fin, dire un grand merci aux centaines de personnes qui ont suivi cet événement, et des remerciements très, très particuliers à Tilly Gaillard et à Carmen Benito Garcia qui ont assuré l'interprétation. Vous pourrez retrouver la vidéo de cet événement sur la page YouTube de la FIDH d'ici quelques jours. J'en profite pour remercier la FIDH pour son soutien très, très important à cet événement, ainsi qu'à toutes les organisations, la cinquantaine d'organisations qui ont largement contribué à la réalisation et au lancement de ce rapport. À vous tous, je lance un très, très grand merci et je vous dis à très, très bientôt.